Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Denis Lapalu du site france-transaction.com dans le cadre du podcast Les Vendredis de l'épargne. Et aujourd'hui, je vais parler des SCPI. Et oui, c'est des investissements dans l'immobilier locatif, essentiellement d'entreprise, qui est accessible aux particuliers depuis maintenant bien longtemps. Pour les jeunes épargnants qui nous écoutent, les SCPI n'ont rien d'un placement nouveau, puisqu'ils existent depuis les années 60, 1960. L'idée des SCPI, ce qu'on appelle également la pierre papier, est en fait de regrouper un nombre d'investisseurs qui achètent des parts d'une société qui va placer l'argent en achetant des biens immobiliers et en les louant et en redistribuant donc des revenus qui sont les loyers perçus moins la déduction de tous les frais inhérents à l'activité de location immobilière. Alors, c'est un placement dont on a entendu parler évidemment il n'y a pas très longtemps, puisqu'il y a eu une nouvelle crise des SCPI liée à, en fait, à une revalorisation à la baisse des biens immobiliers d'entreprise après la crise Covid. Et notamment lié également à, en fait, au changement de mode de travail, puisque les SCPI concernent essentiellement l'immobilier d'entreprise et la vache à lait des SCPI a été pendant très longtemps l'immobilier de bureau, puisque les entreprises préfèrent louer leurs bureaux que de les acheter en propre, puisque les frais de location viennent en déduction en fait des bénéfices de la société et donc ça leur permet de payer donc moins d'impôts. Bon, c'est un montage financier classique pour les entreprises, mais donc les sociétés d'investissement se mettent en face et elles empochent en fait les loyers. Alors, comme le télétravail en fait avec son s'est répandu, effectivement le parc immobilier de bureaux en France et notamment en Île-de-France, hein, c'est essentiellement concentré en Île-de-France, a fortement baissé. Ce qu'il faut savoir, c'est que la valeur d'un bien immobilier n'est pas liée au bien immobilier en lui-même, mais sa capacité à dégager des revenus. C'est la même chose pour votre résidence principale. Quand vous achetez votre résidence principale, vous n'achetez pas, alors vous achetez les murs, les tuiles, les robinets, etc. Mais cette valeur-là va ne faire que descendre. Et pourtant, la valeur de votre bien immobilier peut augmenter alors que sa valeur intrinsèque va baisser. C'est tout simplement parce que la valeur locative de votre bien, c'est-à-dire le revenu qu'on peut en tirer en le louant, elle augmente, ce qui fait que la valeur de votre bien augmente. Pour l'immobilier d'entreprise, c'est exactement la même chose. Bien qu'un immobilier de bureau perde de sa valeur au fil des années, en fait, logiquement, sa valeur locative augmente puisque les loyers augmentent d'année en année et donc les revenus qu'on peut en tirer augmentant, la valeur du bien augmente. Bon, c'est le principe de l'immobilier et des projets immobiliers. Alors, je vais revenir avec vous, on va déjà, pardon, je ne vais pas commencer par le début, mettons nos lunettes pour y voir plus clair. Je vais revenir avec vous sur cette crise, avec la traditionnelle question de savoir si cette crise des SCPI est réellement passée, terminée, ou si on va encore se prendre un coup d'éponge dans la figure. Par la suite, nous verrons l'évolution du marché avec la publication par l'ASPIM de nombreux chiffres concernant le troisième trimestre 2025. L'ASPIM, c'est le lobby des gestionnaires de la pierre papier, donc c'est une entité qui publie toutes les données concernant l'activité immobilière sur les fonds au même niveau que France Assurance, France Assureur publie des données pour l'assurance vie et les PER. C'est un lobby, donc forcément toutes les données sont orientées. Et puis nous verrons en fait le marché, son évolution, son rendement potentiel et puis comment investir sur des CPI avec
quelques petits pièges à éviter ou des warnings que je lancerai et que je compléterai dans de prochains podcasts spécifiques aux SCPI à crédit et SCPI en démembrement. Allez, c'est parti. Alors, une météo plus favorable pour les SCPI. A priori, oui. Alors, tout n'est pas réglé. Certaines SCPI sont encore en misère. De nombreux investisseurs restent encore collés avec leur part de SCPI, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à revendre. Hein, c'est comme sur les marchés boursiers, en fait, beaucoup d'investisseurs croient encore que, en fait, si le marché se dégrade, il suffira de revendre leur part ou leurs actions ou leurs titres et se sortir du truc. Mais en fait, il faut encore qu'il y ait un acheteur en face. Vous ne pouvez pas revendre vos parts s'il n'y a pas d'acheteur en face. Et quand il y a une crise, il y a beaucoup de vendeurs, mais il n'y a pas d'acheteurs. Donc ce qui fait que le cours peut baisser, mais de façon très très rapide. Et puis vous ne trouvez personne en face, vous restez collé. Voilà l'expression, si on reste collé avec ses titres. Et bien, les parts de SCPI sont par définition non liquides, puisque ce n'est pas un marché organisé. C'est forcément une vente, des transactions de gré à gré sur le marché secondaire. C'est-à-dire qu'il faut que vous trouviez un acheteur de vos parts pour pouvoir revendre les vôtres. Alors certains gestionnaires facilitent les choses, évidemment, mais quand il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs, vous restez collé avec vos parts et ça peut durer pendant plusieurs années. Et donc la crise n'est pas tout à fait terminée, puisqu'il reste encore plein de vendeurs qui essayent de vendre leurs parts, qui ne trouvent pas d'acheteurs. Mais le gros de la crise est déjà passé, puisque le plus fort de la crise c'était en 2023, où le prix des parts de SCPI a baissé pour nombre d'entre elles. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un investisseur peut gagner de l'argent avec des SCPI en percevant les revenus, c'est-à-dire les loyers, une partie des loyers reversés par la société de gestion qui gère la SCPI, et deuxièmement, par la variation du prix de part de cette SCPI. Si le portefeuille immobilier de la SCPI prend de la valeur, et c'est réévalué tous les 6 mois, maintenant c'est réglementaire, lors de la revente, si le prix de la part augmente, l'investisseur peut percevoir des plus-values, et inversement, si le portefeuille immobilier de la SCPI perd de sa valeur au fil des années, l'investisseur aura une perte en capital. Donc là, je ne l'ai pas spécifié au départ, mais dans ce podcast, je vais arriver à le dire, donc c'est évidemment un investissement à risque de perte en capital. Le SRI, qui vous le savez dans un précédent podcast, je l'ai déjà évoqué, pour moi c'est pas l'indicateur de risque, c'est un indicateur de volatilité historique, et désormais relevé à 3 ou 4, alors qu'avant il était à 1 ou 2 ou 3, pour marquer cette nouvelle crise. Mais donc tout ça pour dire que c'est bien un placement à risque. Donc ne croyez toujours pas qu'investir dans un bien immobilier, c'est tout va bien se passer, l'immobilier ne peut prendre que de la valeur. Non, forcément, non. Ça c'est totalement faux. Alors, donc le plus gros de la baisse des prix des parts est derrière nous. C'était en 2023. Alors, les SCPI ont connu une crise qui était bien plus importante dans les années 90, en 93, 94, 95, 96, 97, où là ça avait commencé vraiment à être très très sévère, puisque les baisses étaient de l'ordre de moins 14, moins 15% par an, alors que la crise que l'on a eue en 2023, on a perdu à peine 5% sur les SCPI. En 2024, on a perdu un 7, et puis cette année 2025, on est à moins 0,40 sur le baisse des prix des parts. Sachant qu'il faut à ça, il faut ajouter évidemment les revenus d'un autre côté. Hein. Mais tout ça pour dire que bon, quand même le plus gros de la crise semble derrière nous, même si c'est pas terminé. Et les sociétés de gestion qui s'expriment sur ce sujet
se veulent rassurantes, mais sans plus. Enfin, avoue assez facilement que ben voilà, on avance, mais rien n'est forcément. La vie n'est pas un long fleuve tranquille et on peut toujours se prendre des gamelles dans 2, 3 ans. On ne sait pas. Voilà, rien n'est certain, hein, et donc il faut faire avec. Donc l'ASPIM, donc déjà évoqué dans son bilan troisième trimestre 2025, fait état quand même d'une stabilité des prix de part pour 74% des SCPI du marché, qui sont SCPI du marché. Actuellement, il y a 230 SCPI qui sont affiliés donc à l'ASPIM. L'ASPIM ne recense pas toutes les SCPI du marché, hein, puisque les sociétés de gestion ne sont pas forcément adhérentes de l'ASPIM. Et il y a quand même 18% qui sont en baisse et 8% qui sont en hausse. Donc il y a quand même encore plus de mauvaises nouvelles, davantage de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles en 2025. Mais bon, on est quand même mieux loti qu'en 2023. Alors, au niveau des dividendes, donc c'est-à-dire les revenus versés, donc qui peuvent être versés mensuellement, ou trimestriellement, selon les SCPI. Tout ça, vous avez ces infos lorsque vous choisissez vos SCPI. Pour rappel, je ne suis pas vendeur ou intermédiaire de SCPI, donc je ne fais pas cette vidéo dans l'idée de vous fourguer tel SCPI ou une autre. Je suis sorti du métier, hein, je vous le rappelle, donc je fais aucun conseil ou aucun machin. Vous choisissez les SCPI que vous voulez. J'essaye de juste diffuser quelques informations sur ce type de placement. J'en ai commercialisé enfin, quand j'étais en activité, quand j'étais encore CGP, et notamment avec le statut CIF, hein, il faut être CIF, c'est-à-dire conseiller en investissement financier, afin d'être intermédiaire de distribution pour les CPI. J'en reparlerai tout à l'heure, mais bon, globalement, moi je recommandais celle que je souscrivais à titre personnel, et je restais à l'écart des autres. Et je suis pas encore, avec sans doute un peu de chance, tombé sur des SCPI dont le prix de la part a baissé. Donc voilà, alors au niveau des dividendes, ben, en fait la baisse du dividende c'est quand même pour 43% des SCPI du marché, hein, par rapport donc au même trimestre mais en 2024. Le dividende est stable pour 16% selon la SPIM et il est en hausse du dividende pour 41%. Bon, voilà. Euh, Tout de suite, on va voir de quoi on parle. Il est où le rendement? Alors, le rendement. Voilà, le rendement. Je reviendrai sur les autres slides par la suite. Mais donc, rendement troisième trimestre. Alors, sur les 9 premiers mois de l'année 2025, la moyenne des CPI sert à un rendement de 3,5% brut. Bon, il n'y a pas de quoi sauter au plafond, c'est pas folichon, hein, puisque 3,50 pour 9 mois sur 12, toc toc toc, ça fait du quoi? Ça va nous faire du 4,66 à l'année si le rendement du quatrième trimestre est identique à la moyenne des trois autres. Donc 4,66% brut en 2025 sur la moyenne des CPI. Donc rien de folichon, c'est du brut, hein, donc si vous êtes investi via un compte titre, vous allez vous faire allumer au niveau fiscal, donc globalement vous allez enlever pas mal, puisque bon il y a une petite déduction avec, mais bon si on enlève 30%, voilà, on n'est pas trop loin du truc. Euh, voilà, pour un placement à risque, c'est pas un rendement super attractif, mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la moyenne du marché. Alors, quand il y a 230 offres sur le marché, vous vous doutez bien que pour faire une moyenne à 4,66, bah, il y a certaines SCPI qui sont bien au-delà, et puis il y a quand même pas mal de vieilles SCPI qui ont gravité autour des 4%, juste en dessous de la moyenne. Hein, ça va affaisser un peu tout ça pour aboutir sur cette moyenne. Mais bon,
il y a quand même des CPI qui vont servir au-delà des 5,50% en 2025, qui est quand même déjà un rendement, on va dire, suffisamment attractif pour regarder l'offre. Et bon, voilà. Alors, la collecte, si on revient à la collecte en cours en 2025, bah, c'est essentiellement des CPI diversifiés qui empochent la mise, ce qui paraît assez logique, puisque bon, les bureaux, je l'ai déjà dit, bon, ça sent un peu le roussi quand même, hein, puisque bon, même si télétravail maintenant, certaines entreprises disent qu'il faut revenir bosser au bureau, il y a quand même pas mal de gens qui aiment pas trop ça. Et puis c'est surtout que le stock de mètres carrés est quand même assez important, hein, de disponible en Île-de-France. Et puis diversifier, ça plaît bien, puisque ce sont des CPI généralistes qui vont aller piocher un petit peu là où il y a les meilleures opportunités et qui vont pas se focaliser uniquement sur une thématique bureau ou euh, résidentiel ou commerce ou bâtiment industriel, des choses comme ça. Au niveau de la collecte, bon, c'est assez restreint encore en 2025. Bah, la crise, on est à peine sorti, donc forcément le marché est convalescent, puisqu'on fait troisième trimestre à peine, on va dire, si 1,133 milliards d'euros de collecte nette au troisième trimestre 2025. Donc pour 3 mois, donc vous voyez, c'est vraiment peanuts, hein. Pour rappel, bon, si on prend l'assurance vie, qui est le placement préféré des Français, l'assurance vie, ça nous fait d'une douzaine de milliards par mois. Donc, donc voilà, quoi. Vous voyez un petit peu l'échelle de grandeur. Donc les CPI, ça reste quand même vraiment un placement de diversification et ça n'a pas du tout en fait vocation à être le support d'un portefeuille global. C'est-à-dire que si vous êtes investisseur, que vous avez 80% de votre épargne en part de SCPI, c'est un peu dommage parce que vu les rendements, en fait, vous risquez de passer à côté de quelque chose. Voilà, alors ce qui est étonnant, c'est que en 2024, il y a eu de nombreuses CPI qui se sont lancées commercialement, et en 2025, on remet ça. Alors que le marché est en berne, qu'on voit que la collecte, c'est quand même pas terrible, hein, on est bien, bien loin de ce qui se faisait avant. Et encore, là, 11 lancements, donc ce podcast est enregistré en novembre 2025. Pour l'instant, sur l'année 2025, il y a eu 11 nouveaux lancements commerciaux de SCPI. Ajouté aux 20 et quelques de l'année dernière, ça commence à faire beaucoup. Et on se demande si ces SCPI vont vraiment collecter suffisamment pour s'en sortir. Parce que vous savez que quand même il faut avoir un portefeuille suffisamment étoffé pour pas se prendre de coup dur, hein. Si on imagine il y a un coup dur sur un bien immobilier, ben forcément du coup le rendement global de la SCPI va prendre un coup de mou, un sérieux coup de mou, hein. C'est un peu le principe de limiter les risques en ayant un portefeuille de biens immobiliers, ben, je sais pas, 50, 60 biens immobiliers, histoire de lisser en fait la performance sur l'ensemble des biens. Donc voilà, ça c'est assez surprenant, mais bon, l'argument commercial qui est fourni par ces sociétés de gestion pour se lancer, c'est qu'il y a des opportunités à prendre sur le marché et il faut en profiter maintenant avant que soit après selon les arguments que les taux d'intérêt remontent ou voilà et que d'autres que d'autres achètent les biens avant eux. Enfin bon, après on peut sortir tous les arguments qu'on veut. Après il y a des marchés aussi, hein. Il y a pas mal, enfin il y a pas mal. Il y a deux CPI qui sont lancés par exemple sur le marché américain. Vous savez que le marché immobilier américain est en souffrance actuellement, puisque les taux d'intérêt sont très élevés aux États-Unis pour l'immobilier résidentiel depuis quelques années maintenant, et que ça baisse pas malgré les quelques baisses de taux de la Fed. Et le marché immobilier d'entreprise, c'est encore pire, parce que les taux sont encore plus élevés.
Par exemple, un crédit immobilier pour une boîte aux États-Unis, on est à 8,5%, hein. Donc ça fait un peu chéro. Et donc c'est forcément des sociétés financières qui s'occupent de ça. Et on peut acheter des immeubles d'entreprise pour pas trop cher aux États-Unis et les louer avec des loyers assez élevés, donc qui permettent d'avoir une rentabilité assez forte. Puisque ce qui coûte cher aux États-Unis, c'est le financement, c'est avoir un crédit en banque. Par contre, les gens qui sont pleins de cash aux États-Unis sont les rois du pétrole. Voilà, d'où l'idée de ces sociétés, bon, il y a Quorum USA, il y en a d'autres, qui se sont lancés et qui investissent aux États-Unis et qui vont faire des belles performances, puisque forcément, comme je l'ai dit, le nerf de la guerre, c'est d'avoir du cash aux US. Voilà. Alors, bah justement, quelles sont les sociétés de gestion qui collectent le plus au troisième trimestre 2025, qui ont collecté le plus? Bah, on retrouve, bon, il n'y a pas de surprise, un Quorum. Quorum qui a un tracking record sur ses, alors je sais plus si c'est 4 ou 5 SCPI, je ne me rappelle plus, mais qui est assez phénoménal, hein. C'est un peu le troublion du marché. En fait, Quorum sont lancés, qui à, qui à l'origine, eux, sont des experts de la gestion obligataire, hein. Ce ne sont pas des experts des marchés de l'immobilier, mais qui ont vu vraiment de belles opportunités dans le marché de l'immobilier, qui gèrent ça de main de maître. On fait beaucoup de bruit au début, qui sont plus sages maintenant parce qu'ils sont leaders du marché tout simplement, hein. Donc ils affichent pas forcément les meilleurs taux de rendement du marché maintenant, mais bon ils l'ont fait pendant une petite dizaine d'années. Ils gèrent leur SCPI et ce que j'apprécie moi, donc j'ai investi chez Quorum, hein, via leur contrat d'assurance vie et en direct il y a un compte titre. Ce que j'apprécie chez eux, on a pu tous le constater durant la crise Covid, c'est leur communication. Euh, Ça, c'est vraiment, il y a deux trois du marché, hein, il y a Atland aussi, et puis il y en avait un autre, je sais pas si c'est Sophie, qui n'hésite pas à communiquer quand c'est la crise. Alors que certains autres gestionnaires, on les entend plus. Vous essayez de les joindre pour savoir si leurs SCPI vont bien, elles répondent pas. Elles disent bah on sait pas trop, je sais pas, on regarde, machin, on se gratte la tête et tout. Quorum a été vraiment là-dessus exemplaire, parce que c'est eux qui ont communiqué avant même qu'on puisse leur poser la question. On fait le tour d'état de leurs locataires, savoir comment ils allaient, est-ce qu'ils allaient payer leur loyer dans les 6 mois à venir, etc. Enfin bon, et donc ça c'est vraiment un truc à apprécier parce que c'est la transparence. Et d'ailleurs, Quorum, hein, je pense, hein, vraiment une des rares sociétés de gestion qui ne dit pas que la crise des SCPI est terminée, hein. Ils disent, bon, bah voilà, hein, ils disent, on ne sait pas encore, attendez, il faut vivre, hein, allons-y, allons-y, hein. La crise Covid, personne ne l'avait prédit, donc voilà, hein, il peut se passer tellement de trucs qu'on ne peut pas prédire les choses. Mais il faut gérer, voilà. Donc ça, c'est top. Donc moi, je mets un plus plus à Quorum pour ça. Alors après, de façon un peu plus récente, hein, il y a des gestionnaires, donc Hiroko, hein, qui cartonnent, avec Hiroko Zen, ils ont lancé Hiroko Atlas. Donc ils cartonnent parce que sont des opportunistes, qui communiquent bien aussi, et qui, eux, sont engouffrés dans le marché des CPI sans frais de souscription. Puisque, bon, effectivement, j'en ai pas parlé là, alors j'y vais. Les frais des CPI sont très élevés. D'accord? Ils ne sont pas élevés, c'est très élevé. Quand vous avez une souscription de part de SCPI, vous regardez dans le document, les frais de souscription peuvent monter jusqu'à 12% du montant que vous allez verser. Donc c'est juste énorme, d'accord? Donc nombreux rétorquent, bah oui, mais c'est l'immobilier, regardez les frais de notaire, quand vous achetez un bien immobilier, c'est super cher et tout ça. Ok, mais bon, 12%, ça veut dire que quand même, si vous avez une SCPI qui va vous rendre du 6% de rendement, les 2 premières années partent en fumée. Il faut être bien au courant de ça. Et puis après, vous avez les frais de gestion à l'intérieur. Les frais de gestion, ils ne sont pas neutres non plus, hein. Ça peut être du 6, 8%.
Et les CPI qui sont lancés, donc via Heroku notamment, sans frais de souscription, donc qui a un vrai game changer, hein, pour une expression de la bourse, mais qui est vraiment qui change le marché, hein, ont des frais de gestion forcément bien plus élevés, puisqu'il faut bien qu'ils récupèrent de l'argent, il faut bien qu'ils vivent. Donc là, on frise les 18% de frais de gestion. Donc c'est des frais très élevés sur les CPI. C'est pour ça que c'est un rendement, enfin c'est un placement de long terme. On n'investit pas sur des parts de CPI pour faire un aller-retour en 3-4 ans, hein. Vous partez là pour 10 ans, minimum. Et la moyenne des placements sur les CPI, c'est 19 ans. Ce qui est trop. Mais bon, comme ça. Donc voilà ce que je voulais dire là-dessus. Les rendements, donc on l'a vu, on attend du 4,66 environ pour 2025. Ce qui n'est pas foliche, j'ai déjà évoqué. Et puis quels sont les CPI préférés? Bon, bah, sur le site transaction.com, sur l'avis des lecteurs, donc on a Quorum USA, qui est une nouvelle CPI, donc j'en ai parlé, qui est intéressante parce que c'est les États-Unis, que c'est un marché aux US qui est en crise, alors que les médias ne le rapportent pas du tout. Mais moi, pour être investi en direct aux États-Unis, je peux vous confirmer que le marché est en crise. Et le marché résidentiel d'autant plus en crise que le marché d'entreprise, puisque les Américains n'arrivent plus à financer l'achat de leur résidence principale, hein. Mais c'est un truc de dingue, hein. Et donc là, le gouvernement envisage d'autoriser les crédits à 50 ans pour financer sa maison aux US. Ce que la folie, quoi. Enfin, ils vivent déjà tous à crédit, mais alors là, ça part en vrille totale. Sinon, Quorum XL, donc là, qui est une CPI donc investie essentiellement hors d'Europe, Europe et hors d'Europe, euh, qui est bien. C'est juste au niveau de la déclaration fiscale des revenus, c'est un peu pénible parce que il faut déclarer ligne pays par pays, mais bon. Épargne Pierre, toujours bien, donc ça c'est une vieille SCPI. Très bien. Remake Live qui est plus jeune mais qui est très bien aussi. Et Heroku Atlas qui est la nouvelle et qui a déjà beaucoup de votes alors qu'elle vient à peine de sortir. Donc à mon avis, c'est qu'elle doit vous plaire. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur les CPI. Alors, il y a un petit truc en plus, c'est comment détenir les CPI. Si on les détient en direct, les parts de CPI vont être inscrites, déposées sur un compte titre ordinaire, CTO. Donc ça a des avantages, des inconvénients. Inconvénient, c'est que les revenus vont être soumis à la fiscalité portant sur les revenus immobiliers. Et donc, vous savez, en France, c'est pas vraiment le truc bien. Vous avez le droit à quelques déductions, etc. Mais bon, globalement, c'est pas terrible. Un autre avantage, c'est que vous pouvez investir sur n'importe quel SCPI et les déposer sur votre compte titre, ce qui n'est pas le cas avec l'assurance vie. Et un autre avantage, c'est que vous pouvez acheter vos parts en démembrement, donc soit en usufruit, euh, euh, soit en nue propriété. Vous avez toujours les deux choix. Ça dépend, et le démembrement, je vous rappelle, ça dépend de votre patrimoine global. C'est pas une histoire de décote, ah je vais profiter de la décote, c'est moins cher, machin. Ça c'est des conneries, hein. C'est la pure connerie. Je ferai une vidéo là-dessus, un podcast là-dessus si vous le voulez, total. S'il n'y a pas de décote, oui, il y a le terme décote, mais c'est pas une affaire que d'acheter en démembrement via un démembrement. Il faut vraiment vous enlever ça de la tête. Un démembrement, il y a un usufruitier et il y a un impropriétaire. Il n'y en a pas un qui nique l'autre, hein. C'est les deux font un deal, mais il n'y a pas de gagnant, hein. Voilà, et donc ça c'est valable que sur évidemment sur via un compte titre. Et donc l'autre opportunité c'est d'investir via un contrat d'assurance vie. Là l'avantage c'est que évidemment au bout des 8 ans vos plus-values ne seront pas enfin pourront bénéficier de l'abattement lié à l'assurance vie. Et puis l'inconvénient c'est que toutes les CPI ne sont pas éligibles à l'assurance vie puisque c'est la société de gestion qui décide
de faire référencer sa SCPI auprès de tel ou tel assureur. Donc une SCPI qui est référencée en assurance vie, bah, elle n'est pas forcément auprès de tous les assureurs non plus. Bon, généralement ils essayent quand même de ratisser large. Mais bon, voilà. Et donc, en assurance vie, vous ne pouvez pas financer vos achats de parts via un crédit bancaire, puisque bah, on finance pas il n'y a pas de crédit bancaire pour financer des investissements en assurance vie. Alors que vous pouvez souscrire un crédit pour financer vos parts de SCPI pour les déposer sur un compte titre. Même si c'est évidemment une situation, enfin une opportunité que je vous ne recommande absolument pas. Et là aussi, si vous voulez que je fasse un podcast spécifiquement là-dessus en vous expliquant pourquoi il ne faut pas le faire, bah, indiquez-le moi en commentaire ou envoyez-moi un message. Il n'y a pas de souci, je vous expliquerai. J'aurais pu vendre des crédits pour souscrire des parts de CPI. Je n'ai jamais voulu le faire. J'ai refusé des clients qui voulaient absolument souscrire des parts de CPI via un crédit ou via un démembrement, mais bon, ils ne voulaient pas écouter mes arguments en disant que c'était de la connerie, mais bon, voilà. Chacun son opinion et je la respecte totalement. Voilà, j'espère que ce petit focus sur les SCPI vous aura éclairé, suscité des questions, des interrogations. À vous d'aller piocher plus loin, de choisir vos SCPI éventuellement. J'ai fait aussi des feuilles Google Finance. Vous savez, c'est le genre d'Excel mode Google pour les SCPI qui permet de récupérer les rendements, etc. Puisque Google Finance par défaut ne connaît pas les SCPI. Mais donc j'ai des API qui permettent de récupérer tout ça et donc de gérer ces petits portefeuilles de SCPI sur un Google Finance, une Google Sheet. Donc n'hésitez pas, je vous les partage, il n'y a pas de... C'est gratos, hein, évidemment. Ça peut simplifier la vie que d'aller repiquer les informations à chaque fois. C'est toujours ça de prix. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon week-end et vous dis à vendredi prochain. Allez, ciao, ciao, portez-vous bien.